Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson, on revient avec le débrief de l'épisode 2 de la saison 2 de Qui veut être mon associé, qui est passé hier soir, mercredi 12 janvier 2022 sur M6. On attaque tout de suite. Donc, on va analyser les startups à partir de mes critères d'investissement gagnants. Si tu connais pas mes critères d'investissement gagnants, tu peux les télécharger en description de la vidéo, juste en dessous, pour que tu comprennes un petit peu de quoi je parle quand je parle de scalabilité d'effet d'échelle, de unfair advantage, etc., etc. Je les ai traduits en français cette fois puisque on a fait le débrief la semaine dernière, ils étaient en anglais. Et donc, on commence tout de suite avec notre première apparition sur ce plateau, c'est le magicien bio. Donc, nos fameux jus de fruits, alchimie, potions. Et voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Donc, l'équipe, malheureusement, le critère sera automatiquement négatif puisqu'il est solopreneur, c'est-à-dire seul à la tête de sa boîte. C'était quasiment le cas de toutes les boîtes qui ont été diffusées hier soir. Donc, c'est un thème qu'on va retrouver souvent, malheureusement. Unfair advantage, avantage injuste, qu'est-ce qui le rend unique ? Il n'y a pas grand-chose. Alors la marque, le branding, ça peut être un élément d'avantage injuste, hein, puisque si on pense chaussures de sport, eh ben on pense tout de suite à Nike, éventuellement à Adidas, mais pas aux autres. Donc il a un univers de marque assez fort, mais pour l'instant il en est qu'au tout début et sa marque elle n'est pas encore connue. Hein, quand on pense jus de fruits, on pense pas tout le monde dans la rue, le magicien bio. Donc on n'en est pas encore là. Donc aujourd'hui pas d'avantage injuste. C'est assez, on en est là en tout cas. Le marché. Aucun problème, la boisson, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois parce que c'est un très gros marché, mais c'est très compétitif, comme tu le sais sûrement. Voilà, pas de scalabilité d'effet d'échelle au-delà du produit physique, au-delà de la scalabilité, au-delà des effets d'échelle de la production en grande quantité, mais on n'est pas sur un produit digital puisque à chaque jus de fruits vendu, il faut le créer. Monétisation très claire, il gagne de l'argent en vendant ses bouteilles. La marge, il a dit qu'il avait à peu près 35% de marge. Alors au début il a dit qu'il les vendait 1 euro et qu'il les produisait 1 euro, qu'il les vendait 3,50 €. Mais en fait 3,50 €, je crois que c'est le prix public. Mais lui il les distribue, donc entre temps il y a un distributeur, donc 35% de marge. Donc c'est largement insuffisant. Ça lui a d'ailleurs été rappelé par quelqu'un sur le plateau. 35 en B2B, pardon, j'ai pas lu la ligne d'en dessous. 35 en B2B, 40 en B2C, mais dans les deux cas, on est sur une marge vraiment trop faible. La valorisation à 1 million, donc 5% pour 50 000, c'est à mettre en rapport avec la traction qui est assez faible, seulement 18 000 € de CA. Alors, 3 € par 3 €, il faut y aller pour faire 18 000 € de CA, mais enfin, ça reste quand même tout petit. Il a vendu quelques centaines ou quelques milliers de bouteilles. Donc, pour une valeur à 1 million, je trouve ça personnellement trop élevé. Donc, la valorisation, critère négatif. Voilà pour le magicien bio, pour la première analyse. On descend avec Meet in Class, donc assez intéressant, plateforme. On commence tout de suite par l'équipe. Alors j'ai commencé par mettre non, il est tout seul. Et donc c'était pas bon. Et finalement il serait deux. On a vu à la fin, il dit mais il faut que je sorte en parler à mon associé. Mais le deuxième n'est pas sur le plateau. Et donc ça pose quand même des questions si le deuxième est même pas là pour présenter le projet. Est-ce qu'il est impliqué? Est-ce qu'il est à plein temps ou pas? Ça me paraît très limite parce que s'ils sont deux mais que le deuxième est même pas foutu entre guillemets d'être là, je sais pas pourquoi. Peut-être que juste il est très timide mais qu'en fait il est très impliqué dans ce cas-là. Tout va bien, mais c'est pas l'impression qu'on a eue pour l'instant. Et les investisseurs, eux, c'est pas forcément l'impression qu'ils ont eu non plus. Alors, l'unfair advantage, j'ai peut-être été un petit peu dur parce que effectivement, n'importe qui peut le faire. N'importe qui peut créer un produit qui met en relation des professeurs et des élèves. Mais comme c'est une plateforme, Meet in Class, au bout d'un moment, tu as des effets d'échelle, tu as des avantages d'être une plateforme, c'est que tu as ton propre réseau de profs, ton propre réseau d'élèves, tu es identifié sur le marché, oui, tu as besoin de cours, va sur Meet in Class. Donc, au bout d'un moment, ça devient un petit peu inévitable, comme si aujourd'hui tu veux faire un trajet en voiture et que tu dis, oui, je vais prendre un Blablacar. Parce que, comme c'est le plus connu, c'est là où il y a le plus de chauffeurs, c'est là où il y a le plus donc, de trajets. Et c'est là où tout le monde se retrouve. Donc ça peut être la même chose avec Meet in Class. Aujourd'hui, ils sont encore un peu petits, je pense. Et donc l'attraction, 2500 élèves sur 6 villes. Ça m'a pas paru énorme au début. Je me suis dit, tiens, 2500, c'est pas beaucoup. Finalement, ils font quand même 1 million de CA. Donc 1 million de CA, c'est pour le coup
beaucoup, hein, on va pas se mentir. Donc j'ai mis moyen. En fait, je me suis dit, étant dans 6 villes, donc ils ont dit, hein, je sais plus si c'est Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, quelque chose comme ça. Je me suis dit, 2500 sur 6 villes. Dans les 6 plus grandes villes de France, il y a beaucoup plus que 2500 élèves. Donc j'ai trouvé ça faible. Après les 1 million de CA, on peut dire que 1 million de CA, ça reste quand même très très honorable, et que donc on est sur un truc un peu middle sur l'attraction. Du coup, pareil, on est middle sur l'unfair advantage. Le jour où ils deviennent vraiment gros et vraiment incontournables, ils auront un unfair advantage, ils seront la plateforme identifiée. Donc on est middle, on va dire, on est moyen, orange. Le marché, il est énorme, il n'y a pas de problème. C'est une plateforme de mise en relation, donc eux, ils sont simplement au milieu, comme Uber, comme Airbnb. Donc c'est hyper scalable avec des effets d'échelle. Alléluia, hein, on n'avait pas eu la semaine dernière, ça c'est top. Monétisation, très bien, ils vendent les cours, et marge est très bonne. Alors je l'ai pas noté, j'aurais dû. Il l'a dit sur le plateau, il l'a dit pendant l'émission. Elle était excellente la marge, donc j'ai noté que c'était ok. Il a une valorisation, il valorise sa boîte à 6 millions. Ça a été d'ailleurs retoqué par nos amis investisseurs qui ont dit non, franchement, c'est trop élevé. Il a eu des offres inférieures, je crois, à 4 millions et à 3 et à 4 millions, quelque chose comme ça. Lui, il a proposé 5 et si je me souviens bien, il n'a pas eu de deal. Mais en tout cas, la valo à 6 millions me paraît un peu élevée. Même si, encore une fois, 1 million de CA, 50% de croissance, on pourrait, c'est justifiable. La valorisation pourrait... tu vois, alors encore une fois, tu te dis, mais alors il modifie en direct. Oui, c'est normal. J'ai pris des notes pendant l'émission comme ça rapidement. Et puis là, je réfléchis. Je me dis que en même temps, 1 million de CA, 50% de croissance, une valo à 6 millions. Si c'était une boîte dans la Silicon Valley, ça passerait très bien. C'est ce dont moi j'ai l'habitude. Là, on est sur une boîte française, donc c'est un peu différent. Mais disons que c'est peut-être pas le plus choquant. Donc dans l'ensemble, c'était quand même une belle boîte. Moi, ça me ressemble plus à ce dans quoi j'ai investi, c'est-à-dire des boîtes digitales. On est un peu moins dans le concret puisqu'il n'y a pas de produits physiques vendus, mais on est par contre dans des boîtes avec des super effets d'échelle, des super marges. Et c'est ça qui m'intéresse énormément. Donc si j'avais été jury sur le plateau, j'aurais vraisemblablement fait une offre pour Meet in Class. Ensuite, on a Requiem Code. Alors, Requiem Code, évidemment, projet très particulier et difficile à analyser. Je commence par la fin parce qu'ils n'ont pas encore été lancés. Le projet est vraiment dans sa genèse. Donc, moi, c'est pas le type de projet sur lequel je peux aller et que je peux vraiment analyser parce qu'il n'est pas lancé, donc il n'y a pas de traction. Il n'a pas parlé de sa marge non plus du tout, donc ça c'est dommage, c'est pas abordé. Cela dit, on peut parler de l'équipe, donc malheureusement il est tout seul, ça va pas. Unfair advantage, a priori n'importe qui peut le faire. Demain, il peut être concurrencé par des grandes entreprises, par exemple de pompes funèbres, au hasard. Le marché, évidemment, c'est un marché énorme et qui ne connaît pas la crise. C'est pas scalable et il n'y a pas d'effet d'échelle puisque pour chaque projet vendu, il va falloir non seulement produire un petit QR code qu'on va disposer sur la tombe ou la pierre tombale, mais en plus, à chaque fois, il va falloir créer les projets. Peut-être, est-ce que c'est complètement self-service pour les gens, mais c'est-à-dire que chacun fait son propre montage vidéo, mais j'imagine que pour beaucoup de clients, il va falloir les aider, les accompagner, leur amener un designer, presque un réalisateur, même si c'est pour un extrait de 5 minutes, qui va leur dire voilà ce qu'on pourrait faire, voilà la musique qu'on pourrait rajouter, etc. Donc pas très scalable, donc ça pas terrible pour moi. Monétisation, aucun problème, ils vendent ça aux familles des défunts, ok. Marge pas abordée, et donc valorisation de 400 000 euros, c'est une valorisation assez faible, mais j'ai rien rempli parce que c'est difficile pour moi de répondre avec une boîte pas lancée, on n'a pas la marge, on connaît quand même, il y a des choses qu'on ignore sur ce projet, donc je peux pas me prononcer sur la valo. De toute façon, voilà, étant pas lancé, étant un produit physique sans unfair advantage, moi évidemment j'aurais pas été sur ce projet, mais si je dis pas de bêtises, il a eu une offre de Anthony Bourbon et je crois qu'il l'a accepté, donc le projet a été financé malgré tout, même si voilà, moi je n'y aurais pas été. On enchaîne avec Beauty Mix. Alors Beauty Mix, c'était pas mal du tout parce que, pour plusieurs raisons, on va le voir, mais il y a quand même des petits problèmes. Équipe, solopreneur, donc encore, là, c'est vraiment le thème de la soirée, que des entrepreneurs seuls, c'est vraiment dommage. On a besoin de 2 entrepreneurs qui sont complémentaires et qui apportent chacun des choses différentes. Unfair advantage, avantage injuste, est-ce que tout le monde peut le faire? Vraisemblablement oui. Alors il faut effectivement aller trouver le robot en Chine, il faut effectivement savoir, elle est chimiste, donc savoir les recettes qu'on met dedans, mais très franchement, créer une crème hydratante, il n'y a pas besoin d'être chimiste de haut niveau. Je pense pas que ce soit du si haut vol que ça et qu'on peut très bien se débrouiller pour trouver des formules sur internet qui fonctionnent, ou même faire appel à un chimiste ponctuellement qui va venir bosser une journée et qui va dire voilà la formulation. Donc je pense que tout le monde peut le faire, donc
j'ai pas vu moi l'avantage injuste sur ce produit-là. Le marché, alors pareil, j'étais hésitant, c'était avant qu'elle le dise, elle a dit que 8 Français sur 10 faisaient du fait à la maison là depuis le confinement, donc le marché semblerait énorme. Moi j'ai quand même noté qui veut tout faire soi-même parce que il y a des gens qui sont très friands de ça, indéniablement, il y a un marché, mais est-ce que c'est un gros marché? Moi j'ai le sentiment, c'est peut-être parce que je suis un homme et c'est peut-être plus féminin de faire ses cosmétiques, possiblement. Moi j'aurais pas forcément envie de tout faire, de refaire et mon shampoing, ma lessive, mon machin, ça ferait trop. Je préfère acheter des choses déjà faites, quitte à acheter des choses qu'on va scanner sur Yuka et qui sont bonnes pour la peau, pour la santé, etc. Mais le côté faire soi-même, il y a un côté faire ses économies, mais personnellement, moi, c'est pas 1 ou 2 euros de plus qui m'embête. Par contre, le côté d'y passer du temps, de devoir le faire. Donc, je sais pas. J'avais le sentiment que c'était peut-être pas un si gros marché. Dans l'émission, elle a dit que 8 Français sur 10 voulaient faire leurs cosmétiques eux-mêmes. Pourquoi pas? Donc, voilà, je change. J'avais mis un orange, je mets un vert. Pas de problème. Allons-y. On n'a pas de scalabilité, pas d'effet d'échelle, puisque c'est un produit physique, c'est un robot. Pour chaque robot vendu, il faut produire un robot. Donc, pas les effets d'échelle du digital comme on pouvait avoir tout à l'heure dans Meet in Class. Oups, j'ai été trop vite. Voilà, on est là. On a une monétisation, pas de problème. La marge, ça n'a pas été abordé et c'est dommage. Pour être précis, ça a été abordé, mais elle n'a pas voulu répondre. Je pense qu'elle est très bonne. En fait, le robot, c'est un robot tout simple avec une hélice qui tourne pour mélanger et qui chauffe un tout petit peu. Moi, je pense que le robot, elle l'achète 15 euros, 20 euros, pas plus, et que c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu le dire. Elle a d'ailleurs dit que oui, ça marchait très bien, qu'elle était rentable, etc. Je trouve ça dommage, rien que pour le fait qu'elle veuille pas répondre. Moi, je mets un critère rouge, juste parce qu'on doit répondre. Et je sais pas si tu te souviens, dans l'épisode 1 de la semaine dernière, il y a quelqu'un qui avait pas répondu. Déjà, je crois que c'était Bob, là, les petits lave-vaisselle. Je suis pas sûr que ce soit eux, peut-être que je les accuse à tort, mais quand on ne donne pas sa marge, on peut pas aller dans une émission d'investisseurs. Alors, c'est la France, ils ont peur de se dire, ah oui, mais si je l'achète pour 15 euros, 20 euros et que je le vends 129, c'est une arnaque. Ils s'en mettent plein les fouilles, etc. Mais il faudrait être capable de le dire. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. Et du coup, je mets un point rouge, alors que la marge, elle est vraisemblablement très bonne. La valorisation, elle est à 6 millions, donc pareil, assez élevée, et une très bonne traction, puisque 750 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière, et en passe de faire 1,5 million cette année en 2021, au moment où c'est tourné. Et 750 l'année dernière, je pense que c'était en 2020, parce que ça a été tourné à l'été 2021, même si maintenant on est en 2022. Ça reste quand même cher, 6 millions, sachant qu'on est sur un produit physique avec pas un vrai unfair advantage. Et qu'elle est toute seule. Donc la valorisation, moi je trouve ça un peu cher. Même s'il y a du beau chiffre d'affaires et de la bonne croissance. Voilà. Un peu cher, une valorisation à 6 millions. Par exemple, j'aurais préféré pour 6 millions Meet in Class, qui est une plateforme digitale. Et là, on peut peut-être le valoriser un petit peu plus. Ça, c'était Beauty Mix. On enchaîne, il nous en reste 2. Il nous reste Live Happy Food et puis Charles.co, j'espère que tu l'as vu, c'était diffusé après la pub dans la deuxième partie de l'émission. Alors, Live Happy Food, les pâtes au konjac. Donc, l'équipe, encore une solopreneuse, encore et toujours. Donc là, vraiment, c'est vraiment le thème de la soirée, ça m'a vraiment embêté. L'unfair advantage, alors pareil, je vais revenir là-dessus. J'ai dit que tout le monde pouvait le faire et c'est vrai, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a un contrat d'exclusivité avec le distributeur asiatique, visiblement chinois. Donc ça, c'est pas mal. C'est un vrai unfair advantage. Demain, toi et moi, on veut distribuer des pâtes au konjac, on peut pas parce que il faut aller voir ce gars-là et on est en France et il va nous dire, non, j'ai déjà un contrat avec Live Happy Food. Mais c'est aussi une faiblesse. Ça a été relevé par peut-être Delphine, je ne sais plus qui l'a relevé dans l'émission. C'est aussi une faiblesse parce que au moment où on veut revendre la boîte, non, c'était Eric l'archevêque d'ailleurs qui l'a dit. Au moment où on veut revendre la boîte, on est embêté parce qu'on ne sait pas exactement ce contrat. Est-ce que la boîte chinoise ou asiatique peut mettre fin à ce contrat facilement, etc. Donc c'est pas sa recette à elle. Donc c'est quand même un petit peu embêtant. Et donc l'unfair advantage, il est là. Il y a un contrat d'exclusivité, mais c'est aussi une faiblesse du projet. Le marché, il n'y a aucun problème. Je pense que le marché du manger bien, manger mieux, il y a beaucoup de gens qui mangent des pâtes. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient prêts à manger des pâtes, mais moins caloriques. Alors, comme l'a dit Anthony Bourbon, c'est un marché où il faut éduquer son marché. C'est-à-dire que les gens ne savent pas que ça existe et ne savent pas qu'ils en ont envie. Donc ça, c'est une difficulté, mais il n'empêche que je pense que le marché, il est assez énorme. Scalabilité, effet d'échelle, même remarque que d'habitude, pour chaque produit de pâte vendu, il faut le produire et donc on n'a pas une scalabilité infinie des produits digitaux. Monétisation, ils savent comment vendre. La marge n'a pas été abordée, ça c'est vraiment embêtant. Dommage que dans cette émission, alors peut-être que c'est abordé parce que tu sais, ça passe à peu près 10-15 minutes à la télé, mais eux ils ont 1 heure. Et donc peut-être qu'ils ne l'ont pas diffusé, mais moi je regrette que ce ne soit pas le cas. Je pense que la marge doit être à peu près correcte, mais on n'en sait rien.
Et la valorisation est à mettre en relation avec la traction, 300 000 paquets vendus, 200 000 euros de chiffre d'affaires en 2019, 500 000 en 2020 et 1 million en 2021 visé. Donc on a une vraie traction, ça augmente très clairement de 200 à 500, de 500 à 1000. Et 300 000 paquets vendus en tout, donc la traction est bonne. On a une valeur à 4 millions qui, pour un entre guillemets simple distributeur de pâtes, pas du tout pour enlever à la fondatrice le mérite de ce qu'elle a créé, mais étant donné que c'est pas sa propre recette, que c'est simplement un contrat de distribution, vraisemblablement un peu élevé aussi. À voir en fonction de la marge. La marge n'étant pas été abordée, je peux pas savoir combien gagne la boîte sur ces 1 million de chiffre d'affaires. Donc je peux pas savoir si la valeur est élevée ou pas, mais vraisemblablement un peu élevée quand même. Donc j'ai mis un point orange en disant c'est moyen. On termine avec Charles.co. Charles.co, c'est donc l'outil en ligne pour parler de sexualité pour les hommes. Alors là, il y a une équipe de 2 cofondateurs, donc ça c'est génial. En soi, c'est bien. Il faut bien sûr aller creuser. Là, je fais une analyse rapide. Et si je voulais investir, j'irais évidemment beaucoup plus loin. Je leur poserais des questions si j'étais dans le fauteuil du jury. Quelle est leur complémentarité? Est-ce qu'il y en a un des deux qui est effectivement, par exemple, sexologue? Est-ce qu'il y en a un autre qui s'y connaît en web? Parce que c'est une plateforme web. Donc, quelle est leur complémentarité à creuser? Mais déjà, ils sont 2, donc c'est déjà pas mal. Unfair advantage, avantage injuste. Aujourd'hui, tout le monde peut le faire, c'est vrai. En fait, personne ne veut le faire parce que tout le monde s'en fout de ce sujet. Et en plus, c'est un sujet, comme ils l'ont expliqué, qui gêne des gens, etc. Donc, vraisemblablement, ils n'ont pas à avoir forcément de la concurrence, mais il n'empêche que quelle est la barrière à l'entrée? Parce que peut-être rien, probablement tout le monde peut le faire. Bon, pour le reste, comme tu vois, il y a beaucoup de verres sur cette boîte-là. Le marché, donc ils ont dit que ça touchait 6 millions de Français par an, donc c'est un marché énorme. Ça, c'est rien qu'en France. Et puis, il y a la possibilité d'aller ailleurs, à l'étranger. La scalabilité et les effets d'échelle, oui, car c'est un site web, c'est une plateforme. Donc là, c'est parfait. Ils mettent simplement en relation des patients, des malades, on va dire, même si avec des guillemets, des patients et des médecins. Eux, ils sont au milieu, un intermédiaire, comme Airbnb, comme Uber. La monétisation, c'est la téléconsultation payante, bien sûr, et l'accompagnement ensuite qui est payant. Ils ont une marge indiquée à 90% de marge, donc ça c'est extraordinaire, sur la com qu'ils prennent, et une valorisation à 4 millions pour 130 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Alors si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, c'est de commission, parce que ça a été demandé, on leur a demandé de préciser, mais ils font 130 000 euros par mois de revenus, donc complètement énorme. C'est une boîte qui fait plus d'1,5 million plus d'1,5 million l'année dernière, en 2021, pour une valo à seulement 4 millions. Donc, franchement, super. Donc ça, si j'avais été sur le plateau, si j'avais été dans le fauteuil du jury, j'aurais probablement fait une offre à Charles.co et j'aurais fait donc 2 offres à Meet in Class et à Charles.co, les 2 plateformes digitales qui ressemblent le plus à ce que je fais chez Leonis Investissement. Donc chez Leonis Investissement, on investit dans des startups digitales de la Silicon Valley à très fort potentiel. Si tu veux investir avec nous, tu peux tout à fait le faire. C'est accessible à partir de 2 500 euros seulement par investissement et le lien est dans la description. Et si tu n'es pas sûr et que tu veux en apprendre plus sur moi et sur ma façon d'investir, tu peux recevoir mon livre gratuitement en version papier chez toi. Tu as simplement à payer les frais de port. Moi, je paye le livre de ma poche. Il est édité aux éditions Maxima et la préface est de Xavier Niel. Tu trouves également le lien dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire ta startup préférée de la soirée et bien sûr, abonne-toi pour ne pas rater la vidéo de la semaine prochaine qui paraîtra sûrement jeudi prochain à la suite de la prochaine émission de Qui veut être mon associé. Et donc tu t'abonnes, t'allumes, t'actives la cloche, etc., etc. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.